Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue et re-bienvenue même, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo jeu de cartes, c'est vrai, mais le ciel s'éclaircit pour moi et je dois dire que je suis assez content de refaire une vidéo jeu de cartes, surtout qu'on va parler du chapitre 7 du 7-7, comme on dit, de l'Orcana qui me plaît beaucoup pour l'instant, je dois dire. Le 7 est sorti il y a une semaine en magasin spécialisé, mais évidemment, les meilleurs joueurs de l'Orcana n'ont pas attendu la sortie pour essayer des decks et commencer à monter des tournois. Et nous avons un super tournoi qui est actuellement en cours et qui est monté par Pavel. Pavel qui est le créateur de la plateforme Pixelborn pour jouer en distanciel. Il a lancé la deuxième édition de son Legendary Cross-Continental Clash 7-7 Pixelborn Lorcana Top Decks, qu'on va renommer dans cette vidéo le LCCC ou le L3C, ça sera beaucoup plus rapide que le Legendary Cross-Continental Clash, tout ça. C'est un tournoi sur invitation, c'est la deuxième édition, où en fait, on réunit, tout simplement, les meilleurs joueurs de l'Orcana, ou des joueurs qui font un petit peu de show, ou les meilleurs casters de l'Orcana, voilà, il y a aussi des créateurs de contenu. Et le principe du Continental Clash, c'est qu'on a une rencontre, un affrontement entre des joueurs nord-américains et des joueurs Europe. Alors, Europe un peu élargie, mais voilà, on va prendre par rapport au tournoi européen, par exemple. Mais aujourd'hui, on a des rencontres entre même joueurs du continent, c'est pas grave. On a cependant des équipes qui ont été faites. On a deux capitaines, un pour Nord-Amérique, un pour l'Europe. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille regarder les decks qui ont été postés par les joueurs Europe. Alors, pour l'instant, on a que des joueurs, on n'a pas de joueuses, malheureusement. On espère qu'il y aura peut-être un peu plus, comme ça, de diversité dans les prochains tournois, ça serait très bien. On va regarder les decks des joueurs européens, ils sont 8 joueurs européens, vous allez voir que c'est pas n'importe qui quand même qui participe. Au moment où je tourne cette vidéo, les premiers matchs ont été joués, je me suis pas spoilé parce que j'ai pas eu le temps cette semaine de les regarder, mais ils ont commencé à être joués il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo, et vous le voyez, je vous mettrai la page dans les description évidemment, vous avez les decks qui sont là, et vous avez ensuite stream et vidéo, vous pouvez aller cliquer dessus, et aller revoir les streams, donc hop, en cliquant sur le match, moi je vous conseille de faire, c'est même sur YouTube directement, incroyable, ça c'est génial, par contre, vous voyez, hop, on peut voir le replay des matchs directement sur le site Index. Je me suis spoilé un match, je me suis spoilé le match de Spacey, parce que Spacey c'est un des decks que je voulais suivre, parce que vous allez voir que, évidemment, on va s'y attendre, il y a beaucoup de bleu-gris, c'est pas pour me décevoir, je suis un genre de bleu-gris depuis 1 an que je fais un petit peu de compétitif, donc ça me fait plaisir de voir bleu-gris qui revient, on se faisait un petit peu tabasser lors des derniers sets, mais il y a aussi, évidemment, du bleu-rouge, il y a du bleu partout, quoi, mais on a quelques petites surprises, notamment 2 decks chez les Européens, vraiment, ça vaut le coup de les voir, si vous les avez pas vus, ils vont être vraiment sympas. On va commencer avec le capitaine, c'est moyen, alors je vais le dire moyen, excusez-moi à la française, c'est moyen, le capitaine de l'équipe européenne qui nous propose un bleu-gris, évidemment. Alors, je vais peut-être m'attarder sur celui-là pour les cartes, et ensuite, je les passerai un peu plus vite, parce que, forcément, c'est un peu les mêmes cartes qu'on va retrouver pour beaucoup, et après, je m'intéresserai aux spécificités, mais on va retrouver un deck bleu-gris combo, comme on avait l'habitude, lors du 7-5, par exemple, 7-4, 7-5, avec le T-Dime, le sous-fétiche, et Tamatoa à 8. Donc le Tamatoa qui dit qu'il a plus 1 de l'or pour chaque objet que vous avez en jeu, il va chercher des objets à chaque fois qu'il or, et le sous-fétiche qui va copier le nombre de l'or d'une carte. Donc voilà, le combo c'est Tamatoa, sous-fétiche, Tamatoa il a 5-6 de l'or, on l'incline, on fait 6 de l'or, sous-fétiche, on fait 6 de l'or en plus, et on va super vite. Peut-être que vous connaissez déjà ce principe, on le voyait plus trop ce deck ces derniers temps, parce qu'il se faisait maravé par bleu-rouge, il se faisait même tabasser par le Steel Song, l'ambre acier Steel Song, l'Amber Steel, chanson, qui commençait même à nous tabasser, alors qu'à la base c'était un bon match-up, mais les dernières sorties ont été vraiment trop violentes, et voilà, c'est un deck qui avait du mal à survivre et qui se faisait un petit peu battre maintenant partout. On a eu une nouvelle version plus aggro qui est sortie, on la verra un peu plus tard, mais cette version combo, comme on dit, est de retour, et tout ça c'est grâce à Belle, notamment. Belle, la nouvelle carte du chapitre 7, je veux dire 7-7 parce que c'est trop dur 7-7. Belle, je vous rappelle le principe, vous la connaissez pas, mais vous allez vite la connaître, croyez-moi. Elle coûte 3, elle est ancrable, elle est 3-3, elle l'or pour 1, mais surtout elle dit qu'on peut bannir un de nos objets pour la jouer gratuitement. Et là, le combo, il est tout simple. Au tour 1, vous posez soit la Fortisphère, soit la Glace à l'eau, ça coûte 1, donc tour 1, vous la posez, vous piochez avec l'effet de la carte, classique, et ensuite vous dites, je la défausse, je la casse, et je pose Belle. Donc tour 1, vous avez pioché une carte et posé une 3-3. Voilà, tout ça pour 1. C'est super fort, alors évidemment,
Faut que les étoiles s'alignent un tout petit peu pour que ça sorte comme ça tour 1, mais c'est faisable. Frank Karsten avait calculé sur X, je crois, le pourcentage de chance que ça arrive, et c'est quand même pas négligeable, je me rappelle plus, je vais pas vous dire un truc au pif, mais c'est vraiment pas négligeable, qu'on arrive à avoir une de nos 4 belles en main, et un de nos 8 glace à l'eau, comme on dit, parce qu'elles font le même effet, glace à l'eau et fortisphère quand elles arrivent. Ça se peut, et c'est cette belle qui rend le deck à présent si stable au début, parce que le deck se faisait maraver par les decks à l'euro également. Donc cette belle va rendre le début de partie beaucoup plus serein pour les bleus-gris, puisqu'on pourra aller chercher toutes les cartes qui ont un point de vie, 2 points de vie que l'adversaire peut poser dès le début. Donc ça, c'est très très fort. On va compléter avec un Monsieur Smee, du coup, qui est 3-3, qui est l'aura 2, mais qui prend un petit dégât. Si vous n'avez pas de capitaine, il n'y a pas de capitaine, je crois, dans le deck, mais c'est pas grave. On peut le soigner avec la glace à l'eau, qui soigne des dégâts. On va jouer 4 pattes, qui empêchent de jouer des actions et donc des chansons. Ça permettra d'arrêter un petit peu les rouges, ça permettra d'arrêter un petit peu les Amber Steel qui vont jouer des chansons ou des actions. Flavorsham, quand vous l'inclinez, quand il arrive, pour partir en l'ordre, quand vous l'inclinez, il casse un objet, il pioche 2 cartes. On a le nouveau Pitsu. Donc le nouveau Pitsu du chapitre 7, je vais vous le présenter comme ça une fois. Il coûte 4, il est 4-4, il est ancrable, 1 de l'or. Quand il arrive, vous pouvez... Alors déjà, vous pouvez incliner 4 objets pour le payer 0. Dans ce deck-là, je doute que ça arrive parce qu'il y a pas mal d'items, on est d'accord, mais il y a quand même Belle et Flavorsham qui cassent les objets, donc il y a assez peu de chances, je pense, qu'on puisse jouer ce Pitsu gratuit. Mais quand il arrive, il fait un effet à la Ariel de Amber Steel. Il dit, quand il arrive, qu'on regarde les 4 premières cartes de notre deck, on révèle un objet, on le met dans sa main, et le reste, on le met en dessous. Ça permet d'aller faire un petit peu du tuteur d'objets, donc on a rajouté des objets dans ce deck par rapport à la version initiale. Ensuite, on va jouer 4 Big Ben, donc il revient très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bleu-gris dans la méta. Ça réduit tous les dégâts, mais bon, forcément, ça va réduire les dégâts du Smith quand il nous attaque, ça réduit les dégâts de la Belle quand elle nous attaque, en face, évidemment, et ça va réduire les dégâts de Perdu dans l'hiver et de Plus ardent que le feu des volcans, qui arrivent maintenant dans les decks bleu-gris, en plus des decks Steel Song. C'est intéressant à voir. On a ensuite le deuxième MVP, alors voilà, le nouveau crabe qui fait trembler tout le monde, le GOAT, vraiment. Tamatoa à 6, il est 4-5, il est un crabe, il or pour 2. Quand il arrive, vous remontez 2 objets de votre défausse dans votre main. Donc, les objets que vous avez cassés pour jouer Belle, les objets que vous avez cassés pour piocher avec Flavorsham, les objets que vous avez cassés ou la glace à eau que vous avez utilisée pour soigner vos personnages, et vous pouvez en remonter 2 dans votre main, même si c'était des cartes que vous avez défaussées, meulées, etc. Vous pouvez les remonter si elles sont dans votre défausse, vous en remontez 2, et quand il part à l'aventure, je pense que vous le connaissez déjà, mais je vais quand même vous le dire, vous jouez un objet gratuitement depuis votre main. Donc on a un Tamatoa qui, quand il s'incline pour partir à l'aventure, vous posez un objet gratuit. Alors vous me dites, oui, bon, je vais poser une glace à l'eau, c'est cool, je la pose, je pioche. Eh oui, mais il y a le sous-fétiche, il est là, il est de retour, le sous-fétiche. Il coûte 7, il n'est pas ancrable, vous l'inclinez, vous payez 2 et vous copiez le lore d'un personnage. Vous pouvez jouer un sous-fétiche gratuitement si vous arrivez à garder votre Tamatoa en vie un tour et à l'incliner pour partir à l'aventure. Le sous-fétiche, il tombe gratuitement parce que l'objet n'arrive pas incliné. On peut jouer un objet gratuitement, il n'est pas incliné. Donc vous pouvez faire un tour, Tamatoa, tour suivant, je l'incline, je pars à l'aventure, je pose mon sous-fétiche, je paye 2, je l'incline et je pars à l'aventure. Enfin, je copie l'aventure d'une carte, c'est super, ultra fort, c'est vraiment très fort. Et ça explique pourquoi cette carte, actuellement, elle vaut très cher. Voilà, ça risque de redescendre un tout petit peu le week-end où j'enregistre cette vidéo, parce que les cartes vont sortir dans d'autres boutiques. Ça va faire redescendre mécaniquement le prix des cartes, mais il va se stabiliser autour de 50 €, 55 €, vu comment c'est parti. Voilà, si vous voulez votre playset de 4, va falloir vraiment investir, les amis, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Tamatoa à 8, je vous en ai parlé. Voler la mer Azurite, ça coûte 2, c'est ancrable, c'est une action. Quand vous la jouez, vous piochez une carte et vous avez le droit d'en créer une deuxième fois ce tour-ci. Donc c'est pour accélérer votre pose dans l'encre et donc sortir plus vite votre Tamatoa à 6 ou votre Tamatoa à 8. Ou votre Cold War, votre Big Ben à 5 aussi. Ensuite, 4 perdus dans l'hiver pour infliger 2 dégâts et piocher une carte, sachant que... Pourquoi c'est rentré aujourd'hui? J'ai oublié de le dire. Parce que c'est une chanson qui coûte 3, comme Raging Fire, donc plus ardent que le feu des volcans. C'est aussi une chanson à 3, et donc Belle, qui peut arriver potentiellement tour 1, peut les chanter. Voilà, je m'attarde un petit peu dessus parce que c'est un deck que vous verrez beaucoup, les amis, dans les prochaines semaines, et que vous verrez beaucoup en stream, certainement. Et comme ça, après, je m'attarde moins sur les prochaines decklists parce qu'on le verra beaucoup, ce deck. Mais je prends le temps de vous expliquer. Oui, c'est ça qui rend aussi ce deck si fort aujourd'hui. C'est que Belle, qui peut arriver tour 1, elle peut chanter tout de suite, enfin, tour suivant, elle peut chanter Perdu dans l'hiver, infliger 2 dégâts, piocher une carte. Gratuit. Passer 5 lignes, elle chante. Voilà.
C'est trop fort. C'est un peu ce que faisait le vert gris à l'époque, là, avec Diablo, là. Quand il nous faisait un petit shift de Diablo, je l'incline, je chante perdu dans l'hiver direct. Bah voilà, c'est un peu ce que va nous faire Belle. C'était fort à l'époque. C'est fort aujourd'hui. Voilà, ça va être très fort, ça. Ça manque peut-être de personnages parce que Raging Fire, ça affiche un dégât par personnage que vous avez. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ça manque peut-être de Mulan à 1 ou de Typo à 2 peut-être pour avoir plus de petits personnages au début pour vraiment rentabiliser sur Raging Fire, mais c'est sûr que ça va bien contenir les agros qui ont 1 ou 2 points de vie, et c'est le principal, c'est ce qui est important. Parce que le tour 2, on peut, si on a eu une autre Belle tour 1, tour 2, on pose Monsieur Smee, on chante avec Belle Raging Fire, et on affiche 2 dégâts à une cible. Bah 2 dégâts, au tour 2, ça tue tout, quasiment. On a, bon, je vous ai dit, Fortisphère, on a Glace Halo, on a les 4 plumes en forme d'arête pour ancrer une carte de plus chaque tour, et on a les 2 sous fétiche, ça c'est classique, c'est ce qu'avaient les decks bleus à l'époque. Et on a rajouté à cette base d'objets alors je sais pas le nom en français, Last Cannon, je sais pas, le dernier canon, c'est pas du tout, je me rappelle plus du tout en français. Ça coûte 1, c'est ancrable, vous le bannissez, vous payez 1 de plus. Le personnage que vous choisissez gagne offensive 3, je crois, en français, donc rajoute 3 dégâts quand vous attaquez. C'est sympa pour aller chercher, par exemple, des Daisy qui coûtent 1, qui ont 4 de vie, qu'il aura 2 très très vite, donc c'est très très bien, parce que du coup, bah, sur votre Belle par exemple, ça permet d'aller chercher avec Belle tout de suite une Daisy, ou quelque chose qui a encore plus de points de vie, mais aussi, l'intérêt, c'est que ça coûte 1, c'est ancrable, et ça peut être joué tour 1 et dégagé pour jouer Belle, donc en gros, c'est un support à Belle, on pourrait l'appeler, quoi, pour pouvoir jouer Belle au tour 1, et être ramené sur Tamatoa, et être retrouvé sur Monsieur Picsou. Voilà, le deck bleu-gris, on n'a pas fini d'entendre parler. Est-ce que c'est la version qui va rester dans les prochaines semaines de ce deck-là, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une version encore plus aggro qui va sortir et réussir? On verra, mais ça, c'est un deck qui me plaît en tant que joueur bleu-gris, évidemment, il me plaît énormément. Je pense que ça va un peu vous saouler de le voir, ce deck, et je peux le comprendre. Ensuite, deuxième deck, on a le deck de Théotime Cocorico. Nous avons un Français qui a été choisi pour représenter l'Europe. Je ne sais pas, au moment où je vous parle là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? J'espère que ça s'est bien passé pour lui, parce qu'il a un deck assez atypique. Il a un bleu-gris, vous allez me dire, mais c'est pas possible, encore un bleu-gris. Il a Oswald, c'est comme le deck de l'équipe de Zansayed qui a bien performé la semaine d'avant. Ok, oui, mais regardez bien, Théotime, il est parti sans Tamatoa. Ni celui à 6, le nouveau, ni celui à 8. Alors, est-ce que Théotime n'a pas eu les sous ou la chance de piocher un Tamatoa à 6? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a décidé de partir avec une caution de victoire bien différente, puisqu'il a choisi Grand-Mère Tala, qui coûte 7, on n'a pas beaucoup vu, qui est Alter 5, mais il n'a pas de support Alter, il joue pas celle à 4, et qui dit que chaque fois qu'une carte est mise dans votre encre, vous gagnez 1 point de l'or. Donc, la condition de victoire de Théotime, ça a l'air d'être, c'est Itsu, je crois, de mémoire, son pseudo, ça a l'air d'être de poser sa Grand-Mère Tala, essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Elle a 4 de vie, donc elle se fait pas tuer sur bagarre ou Sissou facilement. Et elle a 4 d'attaque, pardon, elle a 8 points de vie, donc elle se fait pas tuer sur un Zeus. Maintenant, il y a plein d'autres façons d'aller la chercher, mais ça semble être sa condition de victoire, c'est-à-dire poser le Robertala et faire plein de cartes dans l'encre. Et on a pour ça 2 objets, parce qu'on n'a pas de typo, on n'a pas de mer azurite, on a la plume forme d'arête, on l'a déjà vu, hein, vous l'inclinez, vous mettez une carte dans l'encre, et le grand dragon de pierre, il en joue 2, qui va chercher des personnages qui sont défaussés, pour les mettre dans l'encre directement, pour les recycler et pas perdre de ressources comme ça. Et ça peut être intéressant parce qu'on joue 4 Mulan à 1, quand elle arrive, on pioche, on défausse, ça permet de faire du tri. Ça permet aussi, pourquoi pas, de remettre un personnage dans la défausse pour que le grand dragon de pierre puisse faire effet. Et on joue des Oswald, donc le Oswald, ça a été repopularisé par le deck de l'équipe de Zansayed. Ils sont beaucoup à être arrivés avec ce Oswald, c'est une légendaire qui dit que à chaque fois que vous ancrez, vous regardez la première carte de votre deck. Si c'est un objet, vous pouvez le jouer gratuitement incliné. Sinon, vous le mettez en dessous. Il y a de la RNG, quoi. Il y a du hasard, ça peut se mettre bien, vraiment, ça peut s'aligner les étoiles, ça peut être incroyable. Vous le posez, tour suivant, s'il est toujours en vie, s'il reste en vie, hein, parce qu'avec toutes les Storm Region qui pullulent, ça risque d'être compliqué, parce qu'il n'est pas protégé par un mot-clé. Mais voilà, si vous arrivez à le faire tenir, peut-être qu'il peut aller vous chercher gratuitement un grand dragon de pierre ou un atelier de Maurice. Et là, c'est le feu, ou alors il peut juste tomber sur tout le reste et rien vous poser, et ça peut être l'horreur. Bon, il aura 2, c'est déjà ça. Mais voilà, on va voir si Oswald y reste vraiment dans les prochaines semaines. En tout cas, Théotime l'a ramené avec lui. Qu'est-ce qu'on peut voir de différent? Bah voilà, il y a l'atelier de Maurice, je crois que ça s'appelle en français. Ça coûte 3, c'est non ancrable. Quand vous jouez un objet, donc pas lui-même, ça marche pas sur lui-même, c'est un autre objet. Donc, mais dès que vous jouez un objet,
vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Donc on voit que voilà, il a beaucoup de pioches, que ce soit avec Mulan, pioche des fausses, que ce soit avec Oswald, qui peut du coup jouer un objet gratuitement pour épurer son deck, que ce soit avec Faversham, avec du coup le Pitsu qui quand il arrive cherche un objet. Il a pas mal de pioches, les Popcycle, les Fortisphères, l'atelier de Maurice. Voilà, le but juste, ça va être d'aller chercher son deck, peut-être de poser plein de personnages. Il n'en a pas beaucoup des personnages pourtant. Hein. Non, j'ai vraiment hâte de voir son match à Théotime pour voir comment il le joue et comment il fait sa position de victoire. Il joue beaucoup d'objets hein, pour interagir avec tout ça, avec le Oswald, avec Faversham, avec l'atelier de Maurice. Puis il joue aussi 4 boucliers d'Arendelle. On bannit l'objet, ça donne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. C'est pas mal du tout hein, pour donner de la résistance. Il joue 2 arc impérial, je présume, ça coûte 2, c'est ancrable. On l'incline, on paye 1, on le défausse pas, hein, il reste celui-ci. Et on donne du coup offensif plus 2, donc plus 2 quand on attaque avec un personnage héros. Attention, il faut que ce soit un héros. Mais on en a plusieurs des héros dans le deck. Et on lui donne aussi insaisissable. Insaisissable, donc on peut aller chercher les personnages qui sont insaisissables. Ça peut être pas mal, hein. Il y a quelques personnages insaisissables qui pullulent, qui traînent. Ça peut être bien d'aller les chercher, surtout si on donne plus de d'attaque. Et puis le Saphir Coil. Le Saphir Coil, ça commence à remplacer dans les decks rouges. Alors dans les rouges bleus, ça commence à le remplacer, vous le verrez peut-être beaucoup. Le Saphir Coil, quand vous mettez une carte dans votre encre, vous mettez moins 2 de force à un personnage. À voir, vraiment, hein, on va espérer que le Théotime fasse une belle performance, on le souhaite, et porter haut les couleurs de la France et de la francophonie. Je rappelle que Théotime était quand même le champion du Lorcana Challenge de Borum. Ensuite, on a un autre champion, c'est le champion EU, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Domingo. Domingo qui est venu avec un deck, alors là, vraiment atypique. Vous allez adorer ou détester. Alors, vous allez adorer le voir là, vous allez adorer le voir jouer, parce que vous allez vous dire, mais c'est génial, ça change. Vous allez détester le vous prendre dans la figure. C'est un deck Meule, messieurs, dames. Meule, ça veut dire que le deck va tout faire pour vider votre bibliothèque, va vider votre deck. En gros, votre deck de 60 cartes, hein, généralement, il va tout faire pour que vous n'ayez plus de cartes, parce qu'à l'Orcana, si vous devez piocher une carte et que vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous avez perdu. Et donc, il va jouer plein de cartes qui vous font piocher ou vous font défausser depuis votre deck. On appelle ça meuler. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Il nous joue Chernabog, ok, bon, ça se recycle, ça pioche. Il nous joue le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou, il dit que quand ce personnage part à l'aventure, c'est un 1-1-1, non, 1 de l'or pour 1, plutôt dans ce sens-là, bon, il y en a un partout. Et quand il part à l'aventure, vous pouvez regarder la première carte du deck de votre adversaire et la mettre dans sa défausse, si vous le souhaitez. Ça coûte que 1, donc ça met un petit peu en place le plan de jeu. Manami, Madame Renard, pour remonter les cartes et les protéger, vous allez voir comment il va jouer ça. Merlin, pour ajouter de la force, vous connaissez. On a le Géant de Terre, qui dit, ou de Pierre, Géant de Terre, je crois, qui dit que quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire pioche une carte. Pas vous, hein, mais chaque adversaire pioche une carte. Pourquoi? Pour l'épuiser plus vite. Le but du jeu, ça va de le faire piocher plus vite et défausser tout son deck et après de gérer ce qu'il pose. C'est quand même une 4-5 pour 4 avec 2 de l'or, c'est pour ça que la contrepartie c'est qu'il pioche, et là on va l'utiliser pour épuiser votre deck, en fait. On joue aussi 4 Madame Médusa. Madame Médusa, elle dit que quand ce personnage part à l'aventure, c'est une 3-4, 1 de l'or pour 4, vous infligez 2 dégâts à un autre personnage que vous possédez pour meuler l'adversaire de 3 cartes. En gros, quand vous le faites, vous infligez 2 dégâts à un de vos personnages, et votre adversaire prend les 3 premières cartes de sa pioche et les met dans sa défausse. On a le Maui qui va aller charger les cartes que votre adversaire pose, parce que vu que vous faites beaucoup piocher également, eh ben, il faut aller gérer les cartes qu'il pose, donc 4 Maui, 3 Tremel, 2 Médusa pour gérer les cartes que votre adversaire pose. Si l'adversaire est encore beaucoup trop vaillant, il y a un petit Donald Duck qui coûte 7, qui fait 3 de l'or, 5-6, pas ancrable, mais qui dit que votre adversaire a besoin de 25 points pour gagner la partie au lieu de 20, donc si votre adversaire va trop vite, il y a un panique bouton, bon, il est une fois dans le deck, mais il existe, il est là. Vous avez ensuite l'action qui s'appelle Show Me More, donc montre-moi, peut-être en français. Chaque joueur pioche 3 cartes, on fait piocher, on fait défausser, et on gère ce que l'adversaire pose pour essayer de le faire arriver à 0 cartes dans le deck. Et avec tous les bleus gris qui piochent beaucoup, c'est pas débile comme idée. On a le 4 Bagarre, hein, qui gère les personnages qui ont 2 de force ou moins. On a 4 Un joyeux non-anniversaire, c'est une chanson qui coûte 1, qui est ancrable, et qui dit que chaque adversaire prend les 2 premières cartes de son deck et les met dans sa défausse. On a 4 Soyez prêtes pour détruire tous les personnages de l'adversaire, ceux qu'il arrive à poser du coup. On a 4 Chromiclone d'améthyste qui permet pour 2 ancrables en inclinant chaque joueur pioche une carte. Et on a 4 la théière du Chapelier Fou peut-être, Mad Hatter Teapot.
Ça coûte 2, c'est ancrable, on l'incline pour 1, et chaque adversaire prend la permanente de son deck et le met dans sa défaut si c'est récursif, parce que c'est un objet qui reste sur le terrain. Donc on a beaucoup de cartes qui prend la première ou les 3 premières et qui met dans la défausse. On a beaucoup de cartes qui permettent de piocher, et des cartes de gestion pour détruire tout ce que l'adversaire va poser grâce à toute la pioche qu'on lui a donnée. Alors, à voir comment ça joue, ça aussi j'ai très hâte de voir. J'ai pas envie de me le prendre, mais j'ai très hâte de voir comment ça joue, parce que je me dis, bah, ça peut être très chaud, parce que Be Prepared, c'est au tour 7, hein. Il n'y a pas de quoi s'accélérer en encre, donc potentiellement ça peut être très tendu jusqu'au tour 7. Après, à mon avis, ça doit un peu plus dérouler, mais ça doit être tendu jusqu'au tour 7, j'ai hâte de voir un petit peu, c'est très original, et ça fait plaisir de voir des decks un petit peu comme ça, émerger pour un tel tournoi. Ensuite, on va aller voir du côté du champion de Birmingham, Federico Mecozzi, qui est venu avec un bleu-rouge, ma foi, assez classique, où il a rajouté les cartes les plus intéressantes qu'on trouve pour l'instant du nouveau chapitre 7. Hein. Il joue les 4 typos pour rentrer plus vite, les 6 sous pour aller gérer les cartes qui ont un de force ou moins, notamment les Flavorsham adverses ou les cartes un petit peu aggro comme la Daisy Ambre. 4 Grand Bertala pour aller piocher un petit peu, 4 Flavorsham pour aller piocher un petit peu, et si je joue des objets, vous voyez bien. C'est classique, mais je vais le présenter quand même au cas où. 3 Maui pour aller taper ce qui passe, Medusa pour gérer, 4 Maui Requin, qui est peut-être la meilleure carte du chapitre précédent, un Maui Requin. Il est insaisissable, donc il ne peut être défié que par les personnages insaisissables. Quand il attaque un autre personnage, il n'est même pas obligé de le détruire. Quand il attaque un autre personnage, on remonte une carte action dans les fausses dans la main, et chaque fois qu'on joue une action, on gagne un de l'or. Donc très fort, récursif, vraiment 7 de force, 5 de vie pour 6, ancrable, vraiment une carte incroyablement puissante. Il joue 2 Tamatoa 6, le Tamatoa que j'ai présenté tout à l'heure, qui remonte les objets et qui joue un objet gratuitement. 3 6 sous pour gérer le board adverse, le plateau adverse. Quand elle arrive, elle détruit les personnages qui ont 2 de force ou moins. Un cachez-vous, hideaway en anglais, qui permet de mettre un objet adverse ou un lieu adverse dans son encre, notamment pour gérer peut-être les sous-fétiches adverses, les mettre dans l'encre comme ça, l'adversaire ne les récupère pas. 4 Merazurite, 4 visions du futur pour choisir ce qu'on pioche dans les 5 prochaines cartes, c'est fort. 4 bagarres, 3 bleu lumière en français pour continuer à s'accélérer en mana et piocher une carte. Let it go, donc libérer, délivrer pour mettre un personnage adverse dans l'encre. Il joue 3 vie de pirate, ça c'est cool, c'est une chanson qui coûte 6 ancrable, on peut la chanter en inclinant des personnages pour 6 de force. Et elle dit que chaque adversaire perd 2 de l'or, et nous on gagne 2 de l'or. Donc si vous avez Maui sur le terrain, vous gagnez 3 de l'or. Avec l'effet, et Maui en attaquant peut vous faire remonter votre vie de pirate et vous la rechantez, etc., etc., etc. On peut même incliner Maui pour la chanter. 2, soyez prêtes pour détruire le board adverse. 4 Pop Cycle, vous connaissez, c'est pour piocher. La Vitalisphère en x1 qui est ancrable pour donner rush et plus de force à un personnage, donc charge et plus de force à un personnage qui est sur le terrain. 4 Sapphire Claw, je vous l'avais dit, hein, ça a remplacé le fameux Ice de 6 Sword Ice, quoi, les blocs de glace qui à la base, hein, qui étaient non ancrables. Là, du coup, ça fait de la place dans les non ancrables, ça rajoute des ancrables à la place, mais ça coûte un peu plus cher, et c'est pas en inclinant qu'on réduit la force, c'est quand on met dans l'encre, à voir si, à force de le jouer, les gens vont trouver que c'est meilleur que le bloc de glace, on verra. Et 2 manoirs de Picsou, ça coûte 4, c'est ancrable, ça a 9 de points de vie, de défense, je sais plus comment ça s'appelle, hein. À chaque fois je suis désolé, 9 d'endurance, voilà, ça dépend des jeux, mais ça l'aura 2, donc voilà, une fois que vous avez bien nettoyé l'adversaire, vous avez bien nettoyé l'adversaire, il n'a plus rien sur son terrain, et ben vous posez un petit manoir de Picsou, et tous les tours ça va vous faire de l'or, donc deck classique, du bleu-rouge, où on a rajouté les meilleures cartes qui viennent de sortir. On va voir un petit peu ce que va nous présenter Federico, mais ça c'est un deck que vous verrez certainement beaucoup. Alors peut-être que vous ne verrez pas Hideaway, etc. On verra, mais c'est un deck que vous risquez de voir beaucoup. Ensuite, on va faire un petit tir groupé avec Artabax et avec LD. Pourquoi? Parce qu'ils ont des decks bleu-gris, évidemment, très similaires, vous allez le voir. Donc ils sont à 60 cartes toutes les deux, et ça joue à pas grand-chose. Ça se joue à une Kaloun en plus et un Benja en moins. Enfin voilà, ça joue vraiment à peut-être 2 cartes près, dont je vais vous présenter les decks, parce que c'est vraiment quasiment les mêmes. Vous voyez là, il y a un Tamatoa, une Grand Bertala qui change, et une Kaloun, quoi, en gros, quoi. Voilà, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui diffère. C'est un bleu-gris sans le sous-fétiche. Même si on joue le Tamatoa à 6, on joue pas celui à 8, on veut pas jouer en mode combo avec le Tamatoa à 8 et le sous-fétiche. Là, on est plus sur la variante. C'est même pas la base Kiwi encore d'Arlan avec encore les Gantou ou les Alice qui rush un peu plus, mais on s'y rapproche un peu, quoi. On est un peu moins dans le combo et un peu plus dans le rush control, on va dire. On joue les Capitaines Crochet, pourquoi? Parce que quand ils attaquent, ils ont 3 de force, donc ça va chercher les belles adverses, parce qu'on s'attend à voir beaucoup de belles, les amis, au tour 1.
Donc, les capitaines crochets, ça va chercher les belles. On joue les Kaloun, hein, qui sont des excellentes cartes, les Kaloun. Elles sont 2 dans l'encrabe, 3-2. Elles ont résiste 1, donc techniquement, si une carte a 2 d'étape, elles prennent que 1 dégât, et ça c'est fort. Et d'ailleurs, les capitaines crochets vont chercher les Kaloun également, donc ça c'est pas mal. Et pendant votre tour, si vous bannissez un personnage avec Kaloun, vous gagnez 2 de l'or. Donc vraiment très très bonne, surtout en début de partie. Mouche, belle. Benja, donc Benja va revenir là les amis. Benja, il coûte 3, il est ancrable, il est 2-3, 2 de l'or. C'est pas mal déjà 2 de l'or pour une carte à 3. Et quand il arrive, vous pouvez bannir un objet, donc ça va vous sauver un petit peu la vie pour éviter qu'un adversaire garde son sous-fétiche trop longtemps sur le terrain ou qu'il garde un objet pour piocher avec Flower Charm, parce qu'au tour 3, vous bannissez son objet avec Benja, il ne peut plus piocher avec au tour suivant avec Flower Charm. Attendez-vous à avoir beaucoup de bleu, je le répète. Lorenz, il coûte 3, il est ancrable, il est 0,4, il fait 2 de l'or, mais tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui, c'est une 4-4. Donc, tant qu'il n'a pas de dégâts, il aura 2, c'est une 4-4, et dès qu'il a un petit peu de dégâts, c'est une 0,4. 4 de vie, c'est pas mal hein, pour une carte à 3. Donc ça reste pas mal sur le terrain, surtout que le Belle, si Belle va taper dedans, elle meurt et lui ne meurt pas. Et vous pouvez le soigner avec la glace à l'eau, donc Laurent, c'est vraiment une très très bonne carte dans ce deck. On a 4 pattes pour empêcher les actions, vous connaissez les chansons. 4 Grand Bertala pour piocher et chanter, pour avoir les vies des chansons à 4 comme Zeus. J'ai d'ailleurs oublié de vous parler, honte à moi, du retour de Zeus, hein, notamment le deck de Théotime. Pourquoi Zeus revient? Zeus, c'est une chanson pour 4 qui n'est pas ancrable, mais quand vous la chantez, vous infligez 5 dégâts. Et 5 dégâts, c'est la force de ce nouveau Tamatoa qui est là, donc ça gère le nouveau Tamatoa, et ça gère également le requin, qui sont 2 cartes très très fortes dans la méta. Donc retour de Zeus, alors Zeus, la chanson de Zeus, hein, pas le personnage de, c'est plus rapide de dire Zeus, dans la méta, donc c'est chanté par Grand Bertala. Donc Grand Bertala, elle arrive, elle pioche une carte, entre guillemets, hein, vous en piochez 2, vous en choisissez une, et elle peut chanter les Zeus assez facilement. Flower Charm, vous connaissez, Big Ben, vous connaissez, Tamatoa, vous connaissez, le reste, vous connaissez, c'est pareil. Et 4 manoirs de Pitsu, parce qu'on veut aller très vite. C'est un deck qui va viser d'aller très vite hein, en lore au début, en posant des manoirs, en les laissant sur le terrain, en gérant tout le reste avec les Smee, les Kaloun, les Captain Crochet, tout ça, et les Zeus, les Stormred John. Voilà, on veut gérer tout ce que l'adversaire pose au début pour que nos manoirs restent longtemps en jeu et qu'ils fassent beaucoup de lore. Et je vous l'avais dit, le deck de LD, c'est la même chose, hein, à une vache près, en gros, quoi. Je vois un Tamatoa en plus, si j'ai l'impression. Voilà, un Tamatoa en plus, un manoir en moins, et il y a une Tala en moins pour une Kaloun en plus. C'est Tif Bourricot, je crois qu'il y a également... Ah, excusez-moi, il y a aussi un Benja en moins pour un Big Ben en plus, mais on est sur la même base. C'est le petit ratio qui change un petit peu après pour essayer de plus piocher ce dont il pense avoir besoin. Voilà, ça aussi c'est un deck qu'on risque de croiser assez souvent. 7ème deck, sur les 8, on va aller voir du côté de DKP, dans Din Kang Pham, qui est le seul joueur de l'Orcana qui mérite que son nom soit dit avec ses initiales, tel un joueur de SC2, c'est dire à quel point ce joueur, il pèse dans le game. Je crois que j'avais noté tout ce qu'il avait fait comme accomplissement, mais c'est trop long. En gros, pensez que ce monsieur a été top dans partout où il a joué. À chaque fois, et qu'il a été champion de Melbourne, donc bravo à lui, vraiment, c'est un des meilleurs joueurs de l'Orcana, hein. Il ne rate jamais sa cible, tel Robin des Bois. Il va jouer un deck rouge-bleu, donc avec 4 typos, 4 Goofy, le super Goofy, donc quand il arrive, il est rush, il peut attaquer tout de suite, et quand il attaque, il fait 2 glore. Donc déjà, on voit, hein, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'aller un petit peu faire du lore à distance, en gros, quoi. Et on voit que oui, parce qu'il y a aussi 4 vie de pirate, et également les 4 requins pour les recycler et les chanter avec lui. Donc, on voit qu'on est sur un mode, je gagnerai peut-être pas avec le board, je gagnerai pas avec des 2-3 de l'or par tour, donc je vais essayer de gagner avec des moyens détournés. Donc, le Super Goofy et les vies pirates. On joue les 4 visions du futur, on regarde 5 cartes, on en prend une. On joue également les développe ton cerveau, c'est une mini vision du futur, hein, c'est parce que, vous voyez, c'est Merlin là, et là c'est Arthur, le petit élève. On regarde les 2 premières cartes, on en prend une. Du coup, comme on a pas mal de pioches, là, on a quand même 8 cartes pour piocher, révéler piocher, on a que 2 Flower Charm, on a que 2 Grand Bertala pour la pioche, on a que un seul petit Tamatoa, parce qu'on n'a pas beaucoup d'objets finalement, vu qu'on joue que 4 glace à l'eau en objet et c'est tout, on joue même pas les belles, c'est courageux de la part du grand DKP de ne pas jouer la nouvelle belle, il s'est dit non, moi je n'ai pas besoin de ça pour gagner, et ben on verra, mais je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour gagner, effectivement. Voilà, les Tigo, voilà, le reste c'est classique, enfin c'est pas surprenant, on les a déjà vus ces cartes, il y a de la gestion, et il va essayer de gagner à distance avec son Super Goofy, son Maui qui va chanter
la vie de pirate ou tu vas recycler ces vies de pirate pour gagner à distance. On va voir ce que va nous faire DKP, mais de toute façon, c'est un excellent joueur. À mon avis, ça va nous plaire. Et on va terminer avec le deck de Spacey. Donc Specimen, Spacey, c'est ce caster anglophone que vous connaissez, qui est hyper connu, qu'on voit sur tous les Lorcana Challenge. Et donc Spacey a décidé de venir avec un deck épicé, donc Spacey, on va l'appeler plutôt. Il l'a appelé Can't Touch This et je l'aime beaucoup. Ce deck, vraiment, il me plaît parce que j'aime beaucoup les bleus-violets aussi et les violets-gris. Et ça me fait plaisir de voir un deck comme ça. Alors pourquoi il s'appelle Can't Touch This? Parce que vous allez voir qu'il a beaucoup de lore à distance et de personnages un petit peu intéressants, donc les 4 Chernabol, les 4 Diablo, ça pioche, les 4... Alors lui, il en joue 12, hein. Généralement on en joue 10, des cartes qui piochent, des terrains qui piochent en violet. Lui, il joue les 12, hein. Il n'a pas le temps, il joue les 12, hein. Spacey, il veut piocher. Qu'est-ce qu'il veut piocher? On est marraine, donc nouvelle carte, hein. Quand vous jouez ce personnage, si ce joueur a un personnage incliné, faut gagner un de l'or. Donc hop, une petite façon de gagner du lore à distance. Madame Mimsmi, Benja pour gérer les objets, puis ça fait 2 de l'or. On joue également le Cobra qui coûte 3, qui est double encre, qui est violet et gris, double encre, donc forcément à jouer dans un deck violet gris, vous n'avez pas le choix. C'est la première carte qu'on voit, hein, peut-être, qui est double encre depuis le début. Ouais, après je vérifie, j'ai pas fait attention. Il est Vanish. Vanish, c'est le nouveau mot-clé du nouveau chapitre. Ça dit que si ce personnage est ciblé, peu importe ses points de vie, il meurt, en gros. Il est banni, direct. En gros, il a 4 points de vie, mais si on le cible avec un perdu dans l'hiver qui fait 2 points de dégâts, c'est pas grave, il est quand même banni. Donc ça, c'est cool. Ça contrebalance le fait qu'il soit 4-4 pour 3. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir, défausser une carte de votre main pour gagner de l'or. Donc encore une façon de gagner du lore à distance, sans compter sur les points de lore de nos personnages, puisque, voilà, on va se dire, ils vont pas rester, donc il faut qu'ils fassent du lore dès qu'ils arrivent. Donc le Cobra, ça fonctionne. Madame Mime pour remonter les cartes en main, genre le Cobra, genre on est marraine. Pacte pour éviter les actions pour se faire girer. La Rose x4, hein, la Rose x4, elle dit que quand elle arrive, vous gagnez un de l'or, tout simplement. Donc si vous la remontez, vous la rejouez, vous gagnez un de l'or. 4 Merlin Chef, vous connaissez, quand il arrive, quand il repart, vous gagnez un de l'or, bah voilà, vous voyez, on gagne du lore à distance là. On est marraine, le Cobra, la Rose, Merlin, ça gagne du lore à distance. On joue également Gathering, Knowledge and Wisdom. Bon, je n'ai pas du tout la traduction en français, là je vous avoue, comme ça de tête, qui dit que c'est 2 non ancrables, mais quand on paye 2, on gagne de l'or. On joue This is my family, donc la famille Madrigal, je crois qu'en français elle a été traduite. Vous chantez cette chanson pour 2 non ancrables, vous la payez 2, vous gagnez un de l'or, vous piochez une carte, et vous jouez l'améthyste, Chromiton améthyste, qui dit que vous l'inclinez, vous piochez une carte qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut aller chercher nos cartes et l'or à distance. Donc en fait, c'est un deck rush pour aller vite dans le lore. Mais un deck rush qui ne rush pas avec des personnages en jeu qui ont beaucoup de points de lore comme Smee. C'est un deck qui va rusher à distance, en fait. Et je trouve ça super cool parce que c'est ce que Spacey dit, hein. Quand je dis, vous pouvez pas le toucher, parce qu'à l'Orcana, on n'a pas de carte pour annuler les cartes adverses, on ne peut pas jouer bleu à l'Orcana pour contrer l'adversaire, donc tout ce que vous jouez pendant votre tour, votre adversaire ne peut rien faire. Par contre, les cartes que vous jouez et qui sont inclinées ou qui restent sur le board, ça, votre adversaire, pendant son tour, il peut les incliner, les chercher, les casser. Donc Spacey s'est dit, bah voilà, moi je vais jouer des cartes qui me font gagner du lore quand elles arrivent, comme ça l'adversaire peut pas m'empêcher de gagner. Et c'est très cool, c'est très cool. J'ai déjà vu son match parce que j'étais impatient de voir Spacey, j'ai pas été déçu. Voilà, je dis que ça. Vraiment, c'est un deck que j'aime beaucoup et que je pense que je vais essayer de monter parce qu'il n'est pas très compliqué à monter, il me semble pas très cher non plus. Voilà, si vous avez déjà... vous jouez depuis longtemps, vous avez certainement déjà les mimes et les merlins qui coûtaient blinde à la sortie, mais maintenant, voilà, on commence à les avoir. Onémarène, Cobra, etc., c'est des nouvelles cartes qui viennent de sortir. Cobra est rare, il n'est même pas super rare, etc. Donc voilà, c'est des cartes qu'on va pouvoir acquérir, je pense, assez facilement. Et un deck assez sympa à jouer qui va l'aurer à distance. Voilà, on a fini les amis, on a fait le tour des 8 decks de nos champions européens. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à mettre le petit pouce, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire quel est votre deck préféré dans tout ça. Moi, je dois vous dire que ceux que je préfère en termes d'originalité, forcément, c'est celui de Spacey. Moi, je l'aime énormément, le côté lore à distance. Évidemment, j'ai aussi bien aimé le deck Meul, parce que c'est hyper original. Hein. Le deck de Domingo, c'est hyper original. Mais l'un dans l'autre, moi, en tant qu'amoureux du bleu-gris, j'aurais hâte de voir quel deck bleu-gris va passer. Écoutez les amis, si je suis pas trop à la bourre, parce que comme les matchs ont commencé à jouer, si je suis pas trop à la bourre, j'essaierai de vous faire les decks des Américains également, parce qu'il y a quelques petits trucs sympas, notamment un discard vert gris qui est de retour.
Donc ça peut être sympa de voir ça. Il y a aussi, évidemment, vous le pensez bien, hein, du bleu vu rouge et du bleu gris, mais il y a aussi un deck geyser. Bon, les Américains, ils ont sorti le beau jeu, hein, parce qu'on a aussi, vous le voyez, un bleu-vert avec le geyser. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer ça rapidement. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, et jouez bien.